Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo retour de lecture où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Logiquement, ça devait être la dernière, celle que j'ai mis en ligne la dernière fois. Mais pour le coup, j'ai eu des lectures inédites en 2024 qui n'étaient pas forcément prévues. Alors, soit des récits qui n'étaient pas prévus que je lise avant la fin de l'année, ou des suites de séries. Donc je me suis permis de faire une petite vidéo pour enrichir un peu ce top 2024, pour avoir un plus gros panel d'œuvres à évaluer, entre guillemets, mais voilà, à lire et puis à voir sur certaines suites si l'avis que j'avais par rapport au premier tome se confirme ou bien s'infirme. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais vous présenter. Alors ça va être un peu plus court que d'habitude parce qu'il n'y a que 4 comics aujourd'hui. Et on va commencer par la suite de Phantom Road de Jeff Lemire au scénario et Gabriel Walta au dessin. Donc c'est le volume 2, on a les numéros 6 à 10 dans ce volume. Donc j'étais plutôt satisfait du premier volume. Je trouvais que c'était un univers avec beaucoup de mystères, du fantastique, un peu d'horrifique, mais plutôt léger. Je trouvais que Jeff Lemire était assez en forme et le binôme fonctionnait bien avec Gabriel Walta. Donc c'était vraiment empli de mystères et on avait, à la fin du premier tome, pas beaucoup d'éclaircissements sur cet univers. Et ce deuxième tome va nous permettre d'éclaircir un peu beaucoup de choses qu'on a vues dans le premier, mais également de nous rajouter beaucoup de mystères. En gros, pour l'histoire du premier tome, donc, on va voir deux protagonistes principaux au départ, c'est Dom et Birdie, qui vont se rencontrer suite à un accident. Dom, c'est un chauffeur routier, et Birdie était passagère dans une voiture. Suite à cet accident, il va s'avérer qu'il y a un artefact au milieu de la route, très mystérieux, et ces deux personnes vont toucher cet artefact et il va arriver qu'ils vont changer de dimension. Ils vont être dans une dimension où il va y avoir beaucoup de zombies extraterrestres. C'est pas facile à savoir qu'est-ce qu'ils sont, mais ils sont très nombreux et puis ils sont plutôt inamicaux et plutôt dangereux. Donc on va voir voilà, beaucoup de lutte envers ces monstres de la part de nos deux protagonistes. Et puis, ils vont se poser des questions sur la nature de cette dimension et pour quelles raisons ils sont là. Ils vont faire la rencontre d'un mec avec une chemise hawaïenne qui vont leur dire qu'ils ont une mission. S'ils veulent revenir dans leur monde réel, il faut emmener l'artefact à un certain endroit. Donc il va s'en suivre une forme de road trip entre les deux. Ils vont apprendre à se connaître. On va voir que les deux personnages ont des traumas liés au fils de Dom, pour Dom, et Birdie également à sa vie familiale. Donc il y a toujours des thématiques très présentes de Jeff Lemire sur la cellule familiale et les traumas qui y sont liés. Et c'était vraiment assez efficace. Et le tome 2 est dans la même lignée. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je trouve que ça prend en consistance. Et puis, on a des révélations sur la nature de l'artefact. J'en dis pas plus. Mais qui plane toujours un peu de mystère. Parce que je pense que c'est vraiment c'est le mot qui correspond bien à la série Phantom Road pour le moment, c'est le mystère, et qui s'éclaircit vraiment au fur et à mesure. Alors, sur un rythme des fois qu'on pourrait considérer un peu lent, mais moi qui n'est pas pour me déplaire, parce que ça prend son temps, et puis on sent qu'il, voilà, c'est une volonté de Jeff Lemire d'en faire une série longue. Pour le coup, aux États-Unis, il n'y a pas encore le 11e numéro qui est sorti, donc il y a une forme de pause, mais on sait que les auteurs travaillent, Gabriel Walta et Jeff Lemire dessus, donc ça ne devrait tarder. Mais c'est vraiment très bien, ça confirme l'avis que j'avais du premier tome, et j'ai envie d'en connaître plus. Je suis happé maintenant par cette histoire, et franchement, très agréable. Je trouve que Jeff Lemire nous revient bien en forme. J'ai pas été accroché par tous les récits qu'il a sortis récemment. Je pense à Snow Angels, où je trouvais ça un peu classique et pas du tout exceptionnel.
Les éphémères chez Futuropolis, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Donc voilà, Phantom Road est une excellente série et hâte du troisième tome, même si on aura un petit peu d'écart avec la VF, parce que là les deux premiers tomes sont sortis coup sur coup, et pas mal du tout. À voir ce que ça va devenir, mais moi je suis assez client de cette nouvelle série de Jeff Lemire. Ensuite, je vais vous parler d'une suite également, c'est Wonder Woman hors la loi, tome 2, de Tom King et Daniel Sampere. J'avais été assez dithyrambique sur le premier tome, même si j'avais quelques réserves. Je trouvais que pour un premier tome, c'était très prometteur. Tom King sur un run au long cours, au premier abord, on pourrait avoir des doutes, parce qu'on a le passé avec Batman Rebirth, même s'il y a eu des difficultés éditoriales, etc. Et là, Wonder Woman, j'ai trouvé le premier tome très intelligent, très pertinent sur des thématiques et des questionnements actuels, sur la place de la femme, sur le fait également d'avoir des cabales contre des communautés de personnes. C'était vraiment, je trouve, un tome avec beaucoup d'idées novatrices, beaucoup d'idées intéressantes, bien sûr avec une narration de Tom King qui est la sienne, un peu verbeuse, mais de mon point de vue, je trouvais que c'était un tome 1 prometteur et qui pouvait nous donner envie d'aller voir la suite. Et moi, ça m'a donné complètement envie de voir la suite, et puis d'être rassuré sur cette série. Mais là, donc, j'ai lu le tome 2, j'étais très impatient de le lire. Donc je l'ai débuté déjà un petit peu chafouin, parce que je suis arrivé sur le numéro 7, qui se passe avant le numéro 5. Bon, ne cherchons pas la logique, mais on va voir Wonder Woman dans sa navette spatiale aller dans un centre commercial le plus grand de l'univers pour chercher un cadeau pour Batman pour son anniversaire. Elle va y rencontrer Superman sur place, et puis ils vont faire les boutiques ensemble, un peu de manicure, etc., etc. Et puis ils n'arrivent pas à trouver de cadeaux, ils n'arrivent pas à se décider. Donc c'est un peu Pretty Woman. Et j'ai trouvé que ce numéro, par rapport au ton du premier volume, mais qu'est-ce que c'était Est-ce que c'est la même série Je me suis posé la question. Et j'ai trouvé ça assez gamin, assez immature. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Wonder Woman, c'est une super-héroïne. Elle peut être aussi fun, elle peut être aussi super-héroïque, mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune cohérence avec ce qui était dans le premier tome. Donc voilà, bon, c'est assez ridicule, pour tout dire. Même le dessin de Guillaume March, ben, comparé à Daniel Sampere, il y a quand même un écart visuel assez majeur. Et puis voilà, on a ce genre de scène où Wonder Woman et Superman sont en train de faire une manicure. Bon. Bref, donc là j'ai commencé le deuxième tome sous les plus mauvais auspices. Voilà. Et finalement, pour le cadeau, vu qu'ils n'en ont pas trouvé, ils vont faire des photos dans un photomaton et l'offrir à Batman. Voilà, voilà. Et donc, parce que le premier tome, c'était vachement intéressant. On avait un ennemi qui s'appelait le Souverain, qui était le narrateur de l'histoire, et oui, qui parlait beaucoup, hein, mais qui était le patriarcat incarné, celui qui tirait les ficelles du monde. Oui, c'était intéressant. On veut voir ça. Moi, je voulais voir la continuité du tome 1. Et donc, ça débute vraiment avec le Wonder Woman 8. Et là, on va voir qu'il n'y a pas vraiment de contexte. On arrive dans une scène où on voit Wonder Woman dans une cuisine, style années 40, qui fait la popote à Steve Trevor, et pas Steve Rogers. Et on la voit qu'elle est manipulée par l'assaut du mensonge du souverain. Et qui veut lui inculquer dans la tête que non, tu n'es qu'une femme, reste à ta place, tu n'es qu'une femme. Bon, d'accord, très bien, oui, oui, oui. Alors moi j'ai trouvé que, je vais la faire courte, hein. Je vais parler globalement de ce tome, je trouve que c'est une honte. Je n'ai jamais lu, cette année, c'est ma pire lecture. Et ce qui me déçoit extrêmement, c'est que le tome 1 était tellement
alors c'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais il était très prometteur dans ces 6 premiers numéros, en se disant que c'est une série au long cours, un run. Ben, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'idées thématiques intéressantes, mais là, c'est le néant, il n'y a rien. Euh, j'ai été extrêmement déçu, il n'y a aucune cohérence avec le tome 1, c'est une chute, mais j'ai jamais vu ça. J'ai clairement jamais vu ça. C'est prétentieux au possible, c'est le néant intellectuel, c'est même une vision du féminisme qui est assez rétrograde, parce que Tom King veut parler de la place de la femme et du féminisme, mais il le fait mal. Alors je ne suis pas une femme, peut-être que je suis pas la bonne personne pour juger ça, mais je pense, mon avis, c'est que Tom King non plus. Donc voilà, c'est mauvais et j'ai même pas envie de passer du temps pour parler de ce tome. Je suis extrêmement déçu. Il y a juste le dessin de Daniel Sampere qui rattrape le coup. Voilà. Donc moi, je ne vous recommande pas ce deuxième volume. C'est quelque chose à fuir. Je ne le conseillerais, je ne l'offrirai même pas à mon meilleur ami. Non, c'est vraiment, Tom King est détestable dans cette histoire-là. Et voilà, je suis quelqu'un quand même que je pense assez modéré. Je suis assez bon public entre guillemets, même si ça peut être mal perçu, mais je suis assez positif dans ce que je lis, donc j'y vais toujours avec un a priori positif, mais là, l'écart entre le volume 1 et le volume 2, pour moi, c'est comme si c'était ben, une insulte personnelle que m'avait fait Tom King. Il m'a pris pour un idiot, et en plus, il s'est foutu de ma gueule. Donc voilà, bon. Euh, Bref, je passe à une autre lecture, mais à fuir, clairement, Wonder Woman hors la loi, tome 2 de Tom King. J'avais entendu des critiques, Deviant Prod, je te salue, tu avais raison. C'est voilà, c'est intersidéral, c'est tellement mauvais que voilà, je préfère plus en parler, je veux me laver les yeux de ça et me laver l'esprit. Donc je vais parler de Dawn Runner, de Ramvi au scénario et Evan Kagel au dessin, avec Dave Stewart à la colorisation et Francesco Segala au lettrage chez iGraphics. Alors c'était une lecture, bah, on en a entendu parler depuis longtemps, Dawn Runner, parce que bah, iComics on avait parlé depuis pas mal de temps que ça allait être quelque chose de majeur, un récit, peut-être l'un des meilleurs récits de 2024, un chef-d'œuvre, peut-être. Et moi, je suis assez bon public, je suis assez fan du travail de Ramvi en général, même s'il y a des hauts et des bas. Le dernier festin de Robin, j'ai pas trouvé ça non plus très marquant. Voilà, tout n'est pas bon dans la bibliographie de Ramvi, mais il y a certaines choses qui je trouve être de qualité quand cette qualité, de mon point de vue. Et là, Dawn Runner, ben, moi j'étais pas vraiment client de cet univers, de ce genre qui est les mechas contre les kaiju. J'ai pas vraiment référentiel important là-dessus. J'ai pas vu les références qu'il a, Evangelion, tout ça, je ne connais pas du tout. J'avais bien aimé Ultra Mega dans le genre, c'était bien sympa, bien bourrin. Je trouvais que la créativité artistique était assez folle de James Aren. Et ben, je suis allé d'occasion dessus, j'ai trouvé d'occasion, je sais plus, 17-18 euros. Et j'étais déjà agréablement surpris quand je l'ai pris en main parce que c'est un grand format. Et je trouve que c'est hyper appréciable. Et si j'avais, à ma petite échelle, un petit conseil à faire à iGraphic, c'est que si on se veut high graphique, n'hésitez pas à faire des grands formats comme celui-là, parce que It's Lonely at the Center of the Earth, j'aurais aimé l'avoir dans ce format-là également. Kali, je suis pas allé dessus, mais j'aurais peut-être été plus tenté dans ce format également. Le prix, voilà, je ne vais pas en rajouter une couche, mais le prix étant ce qu'il est, autant donner un peu plus aux lecteurs en proposant des grands formats dans le cadre des high graphiques. Et pour le coup, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, surtout par le dessin d'Evan Kagel, qui, moi, je le connaissais sur la série Détective Comics, où il travaillait avec Ramvi. Alors, il fait les couvertures, il faisait les couvertures parce que la série est terminée, et également quelques backups. Et je trouve que c'est un dessinateur
assez impressionnant. Je crois que c'est son premier comics en tant que dessinateur, et c'est assez beau. Après, au niveau de la narration graphique, de la mise en page, j'ai trouvé ça des fois quelques brouillons sur certains combats, et même sur le fait que sur certaines planches ou doubles planches, il y ait plusieurs idées incorporées dans ces planches ou ces doubles planches. Et j'aurais préféré voilà, que ça soit un peu plus lisible, parce que je ne savais pas par quel sens aller pour la lecture. Donc ça, vraiment, atout très fort. Au niveau du scénario, franchement, c'est une histoire à grande échelle. Donc c'est les Tetsa, c'est des monstres qui arrivent à passer des dimensions. Et puis les humains, pour les combattre, ont décidé de construire des robots gérés, des robots géants gérés par des humains, donc contrôlés par des humains. Donc l'idée n'est pas totalement novatrice, mais j'ai trouvé l'approche de Ramvi assez intéressante par le côté où il allait se concentrer sur l'intime d'une personnage en particulier qui s'appelle Anita Mar, et d'un lien qu'elle va avoir à la fois avec son mecha et également avec une personne du passé. J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais j'ai trouvé ces idées intéressantes, et ça rajoute beaucoup d'humanité à une histoire qui, au premier abord, on pourrait se dire c'est pampant la bagarre entre les robots et les monstres. Donc ça, c'est vraiment des idées intéressantes. Après, ce que j'ai regretté, c'est que on est dans un monde futuriste, mais finalement, l'organisation de la société, on ne la voit pas, on rentre vraiment trop dans le vif du sujet directement. On a quelques lignes nous donnant le contexte, mais ça ne va pas plus loin. Donc j'aurais aimé, je pense que ce récit aurait gagné à être un peu plus long. Là, on a 4 numéros, je crois. Ça fait un peu court. J'aurais aimé plutôt un 6 ou un maxi-série en 12. Ça aurait été l'idéal. En 12 numéros, je pense qu'on aurait eu le temps de poser vraiment l'univers et puis vraiment développer tout ça, parce que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas le chef-d'œuvre annoncé, mais c'est vraiment une lecture agréable, que ce soit au niveau graphique et au niveau de l'histoire. J'ai passé un très bon moment de lecture. Donc, ouais. Et puis, ben, le grand format, ça permet, franchement, on s'en prend plein la vue. Et moi, j'ai passé un bon moment, vraiment un bon moment de lecture. Voilà, Dawn Runner. Et puis, pour le coup, ben, le tarif, il est cohérent, je trouve, voilà, avec l'objet qu'on a en main. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, on va terminer par une petite lecture dont je ne m'attendais pas à découvrir. Merci à Black Rivers qui me l'a envoyé. Donc c'est L'appel à Cthulhu de Norm Connew. Je ne savais même pas que ça allait sortir. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai lu L'appel de Cthulhu de Gutanabe il y a très peu de temps. Donc je l'avais encore frais dans ma tête. Et puis, ben, cette histoire, c'est un peu particulier parce qu'on va voir une personne appeler Cthulhu lui-même et lui faire une tirade, un monologue hyper référencé sur l'univers des nouvelles de Howard Philip Lovecraft. Alors il y a un côté assez marrant, assez pince sans rire. Franchement, c'est assez drôle. Les dessins, c'est vraiment un monologue, hein, donc il va lui faire ses reproches à Cthulhu. Et c'est hyper référencé sur l'univers de Howard Philip Lovecraft. Alors il faut connaître un petit peu cet univers. Moi j'ai lu quelques mangas de Gutanabe, ses adaptations, mais j'avais pas toutes les refs. Et au niveau graphique, ben, c'est plutôt pas mal. On voit c'est des doubles planches qui sont inspirées de l'univers de Howard Philip Lovecraft. Il y a un côté abstrait, donc c'est assez joli. Et puis voilà, ça, franchement, c'est pas désagréable comme lecture. Le petit bémol, c'est quand même qu'il n'y a que juste une cinquantaine de pages de lecture. Et pour un prix qui est ce qu'il est, donc 17,90 €. Après, on a un contenu éditorial qui est assez riche. On a une biographie de Howard Philip Lovecraft. On a également donc des résumés, des clés d'histoire sur les principales nouvelles de Howard Philip Lovecraft. Donc même si on est un peu néophyte, on peut rattraper les wagons
sur le contenu éditorial. On a une interview assez fameuse, assez savoureuse avec l'auteur Norm Connew, qui est un hyper fan de Lovecraft et qui est assez passionnante. Au final, c'est une lecture qui, je pense, peut être appréciée par les fans de Lovecraft pour faire un pas de côté, avoir un petit trait d'humour sur le lore de cet auteur. J'ai passé plutôt un bon moment et voilà, c'est une lecture détente et plutôt agréable. Donc, l'appel à Cthulhu chez Black River. Voilà pour mes dernières lectures de l'année 2024 que je vais vous présenter. Maintenant, le top 2024 va arriver très très vite parce que je pense vous le mettre en ligne dans la première quinzaine de décembre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes dernières lectures récentes, si vous en avez lu certaines d'entre elles, ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!